Bonjour et bienvenue pour notre émission mensuelle La Bourse selon Euronext. Tous les mois, avec les experts d'Euronext, vous allez rentrer avec nous dans les coulisses des marchés financiers et mieux comprendre, en tout cas comprendre de l'intérieur, comment fonctionnent les rouages de la bourse. Et pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Delphine Damarzit, PDG d'Euronext Paris. Bonjour Delphine. Bonjour Laurent. Bon, et on s'est dit que ce serait top, hein, avec la patronne de la Bourse de Paris elle-même qui nous fait faire un tour finalement, un tour du propriétaire, qu'on aille un petit peu plus loin que ce que l'investisseur individuel perçoit d'Euronext quand il passe un ordre. Tiens d'ailleurs, ça commence souvent comme ça. J'ai repéré une société cotée, j'en ai peut-être entendu parler sur Internet, à la télévision, ça m'intéresse, sur le CAC 40 ou ailleurs, et puis je vais passer un ordre d'achat, qu'il soit d'ailleurs court limite ou au marché. À partir de ce moment-là, où j'ai appuyé sur le bouton, ça devient un petit peu mystérieux. Qu'est-ce qui se passe derrière? Alors on va soulever le capot. Allez. Ensemble. Alors pour commencer, on s'adresse là sur des... On parle de sociétés cotées. Oui, première chose. On va peut-être se dire qu'est-ce que ça veut dire. Une société cotée, c'est spécifiquement une société qui a décidé de faire, on appelait ça avant, appel public à l'épargne, qui va se financer par le public. Le public, c'est-à-dire tout le monde. Et si on compare une société non cotée et une société cotée, on peut dire qu'une société non cotée, elle a des associés qui vont devoir un petit peu pouvoir acheter sur invitation, tandis qu'une société cotée, elle a des actionnaires et elle s'adresse à tout le monde. Et pour cette raison, eh bien, elle doit offrir des contreparties en échange de cette chance, elle a des obligations, elle va être régulée en France par l'AMF. Oui. Elle va devoir répondre à des impératifs en termes de communication financière. On doit s'assurer que tous les investisseurs sont traités de la même manière, qu'ils soient gros ou petits. Et pas de dissymétrie de l'information. Exactement, oui. Voilà. Et puis il y a un opérateur du marché qui opère avec une licence. Donc là, c'est Euronext Paris qui va permettre donc cette cotation, qui va vérifier qu'il y a des critères d'admission et qui ensuite va surveiller le marché. Et nous-mêmes, on est surveillés par l'AMF. Donc vous voyez, c'est une manière de s'assurer à la fin que le marché qui est offert, qui va offrir la liquidité à l'entreprise, est un marché qui est juste et ordonné, comme on dit dans notre jargon. Voilà, alors ça c'est déjà la société sur laquelle on peut investir un particulier. Donc c'est l'aspect démocratique de la bourse, c'est l'accès pour tous. Voilà. Une fois qu'on revient à ce que vous m'avez proposé, c'est-à-dire j'achète ou je vends, qu'est-ce qui se passe ? Alors quand on fait ça, on passe un ordre auprès de son teneur de compte, donc dans le cas qui nous intéresse, Boursorama par exemple. Très bien. Bourso Markets, et on passe cet ordre qui va faire tout un cheminement, qui va être amené sur un marché pour rencontrer la contrepartie. Sa contrepartie, voilà, exactement. Ça, donc le vendeur si on achète, etc. Et le courtier va choisir une plateforme d'exécution. Par exemple, Euronext Paris. Qui a la plus grande part de marché sur les titres qui sont listés chez Euronext Paris, mais qui est en concurrence. Et ensuite, une fois que donc, Euronext Paris est une plateforme d'exécution qui va proposer un matching engine, qui va ouvrir un carnet d'ordres, qui a certaines caractéristiques, notamment d'être transparent, c'est-à-dire que les ordres vont être visibles. Et ensuite, donc, on va apparier. Nous, notre job, c'est d'apparier ces ordres le plus rapidement possible et de la manière la plus sûre possible, avec évidemment la meilleure chance d'avoir l'ordre le plus intéressant pour la personne qui l'amène. Il y a des investisseurs qui sont très sensibles à ce qu'on appelle la latence et d'autres un petit peu moins, et on s'assure que tout ça est équitable. Latence, c'est-à-dire qu'il faut que ça aille le plus vite possible? Très vite, parce qu'il y a des acteurs qui sont sophistiqués et qui vont intervenir de manière extrêmement rapide. Et pour les particuliers, c'est moins leur critère que de trouver finalement la meilleure exécution, comme on dit, c'est-à-dire le meilleur prix quand ils interviennent. Et ensuite, une fois que l'ordre a trouvé sa contrepartie, il va y avoir une deuxième étape qui est la phase aval. L'ordre va... évidemment, il faut qu'il y ait un échange entre cash et le titre. Voilà, et ça, il y a des systèmes de contrepartie, ça s'appelle une chambre de compensation, qui est aussi une contrepartie centrale qui va sécuriser le système. Et puis ensuite, le titre continue de faire son chemin, puisqu'il doit changer d'un compte titre à l'autre, passer de l'un à l'autre. Et pendant qu'on fait ça, il ne doit pas de création monétaire, il ne doit pas y avoir de création de titre. Donc on a tout un système extrêmement sécurisé par lequel on est sûr qu'à la fin, il y a un seul titre qui a changé, le mouvement a eu lieu. On ne se trouve pas les deux au même endroit à un moment, ça pourrait être un peu problématique. À une époque, les chiffres, les titres naviguaient d'un coffre-fort à l'autre, c'est répliqué digitalement, et ça s'assure avec un registre central, un dépositaire central de titres, et puis des teneurs de compte qu'on a appelés au début et qui se retrouvent à la fin. Donc ça, c'est une chaîne complète. Et Euronext, on intervient à différents niveaux de la chaîne, et notamment au niveau du listing et du trading. Bon, bah, c'est très clair. En tout cas, ce parcours d'un ordre, finalement, du début jusqu'à la fin, on vient de voir le rôle qu'Euronext jouait dans toute cette mécanique. Allez, j'ose la question un peu provoque. On a dit, c'est pas la seule plateforme. Pourquoi c'est
plus intéressant, ou ce serait plus intéressant de passer par Euronext que par un autre acteur, tiens? Alors, c'est intéressant pour y trouver déjà en tant que plateforme de listing des valeurs sur lesquelles vous souhaitez investir. Donc une partie de notre boulot, c'est d'amener les entreprises à se faire coter oui, sur ça aussi. Paris. Oui, bien sûr. Et ensuite, pour le choix de la plateforme de trading va avoir lieu par le courtier, par votre intermédiaire financier. Et nous, on a un certain nombre d'atouts. On est le marché, ce qu'on appelle le marché primaire. Donc on a le plus de liquidités. Et on a des calculs techniques pour le démontrer. En fait, on a des petits critères, nous aussi. Et on a la meilleure présence à la meilleure limite du carnet d'ordre. Donc, vous avez le carnet d'ordre. La meilleure limite est celle qui est le plus proche avec le spread, l'écart achat-vente le plus serré. D'accord. Et dans plus de 82% des cas, c'est sur Euronext que les intermédiaires trouveront le meilleur prix chez nous. Donc chaque intermédiaire doit à son client ce qu'on appelle la meilleure exécution. Et en général, il la trouve mieux sur Euronext. Donc les intermédiaires qui choisissent une priorité d'exécution sur Euronext vont garantir à leurs clients un traitement équitable. Et aussi la caractéristique qui est la nôtre, c'est qu'on offre le marché transparent, celui sur lequel les ordres sont visibles. Et c'est important pour la formation des prix. Alors qu'il y a des marchés, vous savez, qu'on appelle dark pools, qui importent le prix finalement et qui peuvent un petit peu dégrader la qualité de marché puisqu'on va retirer des ordres de la formation du prix. Alors désolé de rentrer un peu dans la Non, mais c'est important technique, en même temps parce c'est assez important et c'est des critères que nous on considère très important de préserver ce carnet d'ordre transparent. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site Euronext Markets Live ou sur le site de Boursorama, vous pouvez observer ce carnet d'ordre. Alors pour les particuliers un petit peu différés, encore une fois, il n'y a pas besoin de les voir absolument à la microseconde comme certains, mais c'est une donnée très, très importante et cette disponibilité cette visibilité sur les ordres fait partie des éléments fondateurs des marchés pour assurer leur transparence. Bon, justement, on va rester un petit peu dans cette technique parce que c'est fondamental quelque part. Il y a cette transparence, il y a cette volonté d'avoir la meilleure exécution, parce qu'à côté de ça, il y a des rémunérations de certains courtiers qui sont un petit peu différentes. On parle notamment d'un sujet qui doit être familier aux oreilles de certains investisseurs, le paiement pour flux d'ordre, on parle de paiement for order flow. En quoi ça diffère de ce que vous venez de nous expliquer ? Alors, le paiement pour flux d'ordre, c'est une technique de rémunération d'un courtier qui finalement va faire un accord bilatéral avec un apporteur de liquidité. Et au lieu de payer à cet apporteur de liquidité des frais, va être rémunéré par cet apporteur parce qu'il lui apporte des ordres de particuliers qui sont considérés attractifs. On se demande pourquoi. Et ils sont attractifs parce qu'ils sont divers, variés, et donc ils sont intéressants pour les professionnels. C'est pas forcément pour des mauvaises raisons, mais disons qu'il y a une qualité. Ça leur donne peut-être une référence, ou en tout cas, voilà, ça peut leur donner des tendances. C'est des flux contre lesquels les professionnels aiment être, parce que justement, ils vont être face à des personnes qui auront des avis différenciés et voilà, pas d'informations particulières. Donc c'est recherché sur les marchés d'être en face des ordres de particuliers, et donc il y a cet attrait. Et donc le courtier qui fait du paiement pour flux d'ordre, il va évidemment être rémunéré par son apporteur. Et on voit qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts. Donc aux États-Unis, il y a un grand débat là-dessus, sur cet aspect, et des réformes qui sont en cours avec beaucoup de polémiques, parce qu'évidemment, c'est très... on touche à certains business models qui pourraient être un petit peu... Alors nous, chez Euronext, on a fonctionné différemment. On a voulu rester dans un carnet d'ordre multilatéral, c'est-à-dire continuer d'avoir plusieurs présences, et pas avoir un seul market maker, un seul apporteur de liquidité présent, parce qu'ils sont bien présents sur nos marchés, mais on veut qu'ils soient plusieurs qui se fassent concurrence, et on offre aux courtiers qui s'adressent aux particuliers, aux banques retail, un accès à ce qu'on appelle un marché best of book, dans lequel on garantit la meilleure exécution, et parfois, et même souvent, on a une amélioration de prix. Mais cette amélioration de prix, elle est liée à la compétition des apporteurs de liquidités qui sont présents de manière multilatérale sur notre carnet. Donc on pense qu'on a le meilleur du monde. Et pour vous donner un élément de qualité, je crois que, voilà, j'ai dit pendant 80% du temps, plus de 80% du temps, le meilleur prix, on le trouve sur Euronext. 80% du temps, le meilleur prix, on le trouve sur Euronext, ça c'est une belle démonstration. On vient de parler du parcours de cet ordre dans une journée on n'en a pas parlé, qu'on a considéré comme normale. C'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qui se passe quand l'ambiance est un petit peu plus houleuse, que ce soit sur une valeur en particulier ou sur le marché en général? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu où ça n'a pas été très volatile, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Je sais déjà un petit peu que oui. Bon. Alors déjà, tous les jours, on surveille le marché. J'ai dit au début que lorsqu'on achète et on vend des actions d'une société cotée,
on s'attend, on a le droit à ce que le marché soit juste et équitable. Alors, donc ça se surveille tous les jours et vous avez derrière vous, Laurent, des images de notre salle de surveillance. Oui, très belle d'ailleurs. Qui défilent. Reprise. Et donc on a dans cette salle des personnes qui surveillent en temps réel ce qui se passe sur le marché. Et évidemment, ils ont l'œil humain, ils détectent des choses, et ils ont aussi des systèmes d'alerte, parmi lesquels des systèmes de réservation de ce qu'on appelle des coupes-circuits, qui se déclenchent lorsqu'il y a une forte volatilité sur un titre. Alors on appelle ça des collars en anglais, qui sont différents pour les large caps, sur lesquels le collar statique, on ne peut pas avoir plus ou moins 8%, sans que finalement on fasse un petit stop en disant réfléchissons, regardons ce qui se passe. Pour des valeurs, plus la valeur est plus petite, plus la volatilité, on va dire, est naturelle. Et donc là, c'est 10% pour une valeur en statique, pour une petite capitalisation ou une moyenne capitalisation. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on stoppe, c'est généralement assez court, ça dure un maximum de quelques minutes, l'analyste va observer ce qui se passe et voir s'il a une explication, si ce n'est pas quelqu'un qui a fait une erreur, un membre de marché qui a fait une erreur. Un fat finger, comme on dit parfois, on tape un 0 en plus, ça peut avoir de sacrées conséquences. Et donc pour éviter un flash crash, on arrête tout. Et puis voilà, on laisse aux gens le temps de réfléchir pendant qu'on cherche le bon prix pour réouvrir. Et l'idée, c'est d'avoir cet équilibre entre rester ouvert, ce qui est vraiment l'objectif, parce que la liquidité, c'est vraiment une promesse qu'on offre sur le marché. Très important de trouver le prix, de le fournir à tout instant. Et puis, de temps en temps, un petit peu de modération pour se dire, est-ce que tout le monde réfléchit ? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe ? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, ça, c'est les élans de panique, quelquefois complètement infondés, comme on vient de le voir. Donc, ces réservations, elles se produisent. On en a eu, par exemple, j'ai regardé avant de venir sur un mois atypique comme le mois de juin, on en a à peu près 3000 à Paris. Voilà. Mais ça peut être parfois les mêmes. Il y a des valeurs qui commencent à tanguer, on en a plusieurs dans la journée. Et elles durent quelques minutes en moyenne maximum. C'est vraiment fait pour retrouver tout le monde reprenne ses esprits. Oui, mais parfois il faut que le prix se reforme et on amène progressivement vers la valeur d'équilibre. Mais l'important, c'est que ça se fasse donc de manière ordonnée. Pendant ce temps-là, on a des gens qui regardent, qui peuvent avoir détecté des comportements anormaux. Alors les comportements, non pas des personnes qui sont derrière, qui sont les investisseurs, mais de comportements de membres qui seraient anormaux et on les signale le cas échéant. On a une obligation de déclarer des comportements anormaux à notre régulateur qui lui-même, et cette fois-ci avec un petit délai et en croisant toutes les données qui sont à sa disposition, va faire des enquêtes, le cas échéant, pour chercher des manipulations de cours ou des délits d'initiés qui n'ont donc pas droit de citer sur nos marchés. Et quand c'est tout le marché qui tangue, quand c'est pas juste une ou deux valeurs, mais que là, sur un vrai mouvement, une vraie volatilité globale, sur un indice comme le CAC 40, il y a aussi un coupe-circuit, un disjoncteur global ? Alors, oui et non, c'est-à-dire que on peut avoir arrêté le marché, mais ça c'est dans des situations extrêmement Ça s'est fait déjà sur Euronext ? Je crois que ça s'est fait aux États-Unis au moment du 11 septembre 2001. Voilà. Sinon, l'objectif c'est de rester ouvert. Après, les titres peuvent réserver, mais on a passé des mouvements de volatilité intenses au moment du Covid ou au moment de la guerre en Ukraine. Oui, ou la crise financière de 2008 aussi. Oui, mais c'était des journées plus sporadiques, mais dans des événements très intenses et très ponctuels, on a passé, d'abord techniquement, nos systèmes ont tenu, et puis la volatilité a été absorbée. Alors parfois, le régulateur va prononcer des interdictions de vente à découvert, etc. Mais en général, encore une fois, il faut à la fois tempérer, mais continuer de côté, parce qu'on est là pour ça, et c'est ce qu'attendent les investisseurs, qui veulent pouvoir être mobiles à l'achat ou à la vente. On avait envie de finir en tordant le cou à une fausse idée, justement, avec cette vidéo qui passe derrière moi, on a dit, de cette très belle salle, et on a l'impression que ce sont des traders qui sont affairés à passer les ordres. C'est pas le cas, c'est pas le cas du tout, en fait, sur cette salle-là. Alors non. Qu'est-ce qu'on voit, en fait ? On voit ici, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des analystes. Ceux qui sont au milieu, ce sont ceux qui surveillent le marché. Alors, ils tournent, ils ouvrent le marché vers 6h du matin, enfin ils ouvrent techniquement le marché, ils ouvrent à 9h. Ils vont jusqu'à la clôture et à l'enchère de clôture pour le marché action, ça se termine à 17h35. Il y en a qui restent plus tard pour les barons et certificats. Et puis il y a toujours quelqu'un pour vérifier techniquement. Alors ils ont le job de regarder, on ne voit pas les écrans où on vérifie que tous nos membres sont connectés.
Donc il y a un peu moins de 250 membres sur Euronext, c'est les banques qui sont les intermédiaires de marché. Donc tout le monde est connecté, on vérifie. Sinon on a une autre équipe, on a une équipe qui correspond avec eux. On a une équipe qui correspond avec les émetteurs pour répondre à des questions et pour passer ce qu'on appelle les opérations sur titre. C'est-à-dire un détachement de dividendes, une augmentation de capital, enfin pas mal de un split, plein de choses techniques comme ça. C'est des opérations pour nous. Voilà. Et ce travail qu'on fait de surveillance du marché et de gestion des opérations sur titre, et puis aussi beaucoup d'aspects techniques, informatiques et de reporting, c'est le marché primaire, c'est le marché Euronext qui en assume l'essentiel. Les autres marchés concurrents dont j'ai parlé, ils vont un peu se greffer avec beaucoup moins d'équipes parce qu'ils sont, finalement suiveurs. Voilà. Donc la beauté d'Euronext Paris, c'est de faire toutes ces missions. Et puis c'est aussi parfois des suggestions, on a plus d'équipes que d'autres. Mais c'est pour ça qu'on est au centre de la place. Ben voilà. Bon, en tout cas, ce sont des analystes et non pas des traders. Et moi, j'aurais retenu voilà, la transparence. Et dans plus de 80% des cas, la meilleure exécution quand on passe un ordre. Je pense que quand on est investisseur... Alors, la meilleure exécution, toujours, mais la meilleure prix, les intermédiaires vont le trouver chez Euronext. Voilà. Et ça, quand on est investisseur individuel, c'est important. Merci beaucoup, Delphine Damerzit, pour ces explications. Merci, Laurent. La bourse, selon Euronext, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro.